Je suis Christophe André, psychiatre et philosophe, et aujourd'hui, je vais vous parler d'une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Une vérité douloureuse, mais libératrice. Il existe une tristesse qui ne vous appartient pas, mais qui vit dans vos os. Vous l'avez ressentie depuis votre plus tendre enfance. Ce n'était pas nécessairement parce qu'il vous est arrivé quelque chose de terrible un mardi particulier. Ce n'était pas un traumatisme unique que vous pourriez marquer dans un calendrier. C'était une atmosphère. C'était l'air que vous respiriez dans le couloir de votre maison d'enfance. Vous regardez les autres personnes, et elles semblent posséder une flottabilité naturelle. Quand elles tombent, elles rebondissent. Quand vous tombez, vous vous brisez en 1000 morceaux. Vous observez comment elles se déplacent dans la vie avec un niveau de base d'optimisme qui vous semble aussi étranger qu'une langue que vous n'avez jamais appris à parler. Vous avez passé des années à vous demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi suis-je si lourd ? Pourquoi le bonheur me demande-t-il tant de travail alors que pour les autres, c'est simplement le réglage par défaut ?» La réponse n'est pas que vous êtes faible. La réponse étant que vous êtes né dans une histoire qui était déjà une tragédie avant que vous ne prononciez votre premier mot. Et aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans les mécanismes de cet héritage, dans la biologie de la douleur, dans la psychologie de la transmission de la dépression de génération en génération. En tant que psychiatre, ayant travaillé pendant des décennies avec des patients portant le poids de cet héritage invisible, j'ai vu comment cette tristesse se transmet comme un virus silencieux, comment elle s'infiltre dans l'ADN même de notre être, comment elle façonne notre vision du monde avant même que nous ayons la capacité de choisir. Nous parlons souvent d'héritage en termes d'argent, de couleur d'yeux ou de forme de nez. Mais la psychologie et l'épigénétique révèlent une vérité plus sombre. Vous héritez des blessures non guéries de votre lignée. Vous n'héritez pas seulement des gènes, vous héritez d'une façon de voir le monde, d'une façon de ressentir la réalité, d'une façon de réagir à la vie. Si vos parents étaient déprimés, qu'il s'agisse du type qui dort toute la journée, ou du type hautement fonctionnel et en colère qui va au travail et semble normal pour le monde extérieur, ils ne vous ont pas simplement transmis des gènes, ils vous ont transmis une lentille à travers laquelle vous regardez le monde. Une lentille grise, fissurée et déformée. Et voici ce qui est le plus insidieux dans cet héritage. Vous ne réalisez même pas que vous regardez à travers un filtre. Vous pensez que c'est ainsi que la réalité ressemble. Vous pensez que le monde est vraiment si lourd, si désespéré, si gris, parce que la seule version du monde que vous connaissiez pendant vos années de formation était exactement celle-là. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de fondamental. Vous ne luttez pas seulement contre vos propres batailles, vous luttez contre les fantômes des batailles que vos parents ont perdues. Vous luttez contre des guerres qui ont commencé bien avant votre naissance. Des guerres entre vos grands-parents, arrière-grands-parents, des lignées entières d'ancêtres qui n'ont jamais reçu d'aide, qui n'ont jamais consulté de thérapeute, qui n'ont jamais eu les mots pour décrire leur douleur. Pensez à cela un moment. Votre grand-mère a probablement vécu une guerre mondiale. Peut-être deux. Elle a connu la faim, la peur, la perte. Mais à son époque, on ne parlait pas de traumatisme. On ne parlait pas de santé mentale. On serrait les dents et on continuait. Il faut être fort, disait-on. Il faut tenir le coup. Alors elle a enfoui sa douleur, elle l'a enfermée dans un coffre au fond de son âme. Elle n'en a jamais parlé à personne. Et cette douleur non digérée, cette tristesse non pleurée, elle l'a transmise à vos parents. Pas consciemment, pas intentionnellement, mais inévitablement. Vos parents ont grandi dans une maison où l'émotion était dangereuse, où la vulnérabilité était faiblesse, où pleurer était honteux. Ils ont appris à étouffer leurs sentiments, à nier leur douleur, à porter un masque de normalité, tout en se sentant vides à l'intérieur. Et puis vous êtes nés, et ils ont essayé, à leur manière, de vous aimer. Mais comment peut-on donner ce qu'on n'a jamais reçu ? Comment peut-on offrir la chaleur émotionnelle quand on a grandi dans le froid ? Aujourd'hui, nous allons disséquer le mécanisme de cette transmission. Nous allons regarder la biologie, la psychologie et le contrat caché de la dépression générationnelle. Cela expliquera pourquoi vous avez l'impression d'être fatigué toute votre vie. Cela expliquera pourquoi les choses simples que les autres font sans effort vous demandent des dépenses héroïques d'énergie. L'épigénétique, le matériel de la dépression. Commençons par le matériel, par le hardware.
comme disent les informaticiens? Avant que vous n'appreniez à marcher, avant que vous n'appreniez à avoir peur, votre système nerveux était déjà en cours de calibration. Et cette calibration ne s'est pas produite par votre choix. Si votre mère souffrait de dépression non traitée ou de stress chronique pendant que vous étiez dans l'utérus, vous baigniez dans le cortisol. Vous vous êtes développé dans un environnement qui signalait « le monde n'est pas sûr, le monde est lourd, préparez-vous à la pénurie, préparez-vous à la douleur, préparez-vous à la déception ». Imaginez cela un instant, vous n'êtes même pas encore né, vous n'avez pas encore vu la lumière, pas encore pris votre première respiration, mais votre cerveau reçoit déjà des messages indiquant qu'il y a du danger à l'extérieur. Votre système nerveux se forme dans un état d'anxiété constante, de préparation constante à la menace. C'est une réalité que j'ai observée encore et encore dans ma pratique clinique. Les bébés de mères déprimées pleurent différemment. Ils ont un cri plus désespéré, plus inconsolable, comme s'ils savaient, déjà, au niveau cellulaire, que le monde est un endroit difficile. Il existe un domaine de recherche appelé épigénétique. Elle suggère que bien que nous ne puissions pas changer notre séquence d'ADN, les facteurs environnementaux tels que la dépression chronique d'un parent peuvent activer ou désactiver certains gènes. Cela signifie que vous avez pu naître avec un système de détection des menaces réglé au maximum et un système de récompense réglé au minimum. Votre cerveau est littéralement construit différemment de celui d'une personne dont la mère était heureuse et calme pendant la grossesse. Laissez-moi vous expliquer cela avec plus de précision scientifique, car je veux que vous compreniez à quel point c'est réel et physique. Il y a des études montrant que le stress maternel pendant la grossesse peut effectivement modifier l'expression des gènes dans l'hippocampe du fœtus, la région du cerveau cruciale pour la mémoire et la régulation du stress. Les recherches du docteur Rachel Yehuda sur les survivants de l'Holocauste et leurs descendants ont révélé quelque chose de remarquable. Les enfants et petits-enfants de survivants montrent des changements épigénétiques spécifiques liés au stress traumatique, même s'ils n'ont jamais vécu la Shoah eux-mêmes. Le traumatisme de leurs ancêtres est inscrit dans leurs gènes. Cela s'appelle la prédisposition génétique. Cela signifie que tandis que votre ami pourrait avoir besoin d'un événement catastrophique pour ressentir une dépression profonde, vous pouvez la ressentir simplement parce que c'est mardi. Vous courez une course avec un gilet lesté que vos parents vous ont mis avant même que vous ne fassiez votre premier pas. Des études ont montré que les enfants de mères déprimées ont un niveau de base plus élevé de cortisol, l'hormone du stress. Ils peuvent également avoir des modifications dans le cortex préfrontal, la région du cerveau responsable de la régulation émotionnelle et de la prise de décision. Ils peuvent avoir des différences dans l'amygdale, le centre de la peur du cerveau, qui devient hyperactif et hypersensible aux menaces. Qu'est-ce que cela signifie pratiquement? Cela signifie que votre seuil de stress est plus bas que celui des autres personnes. Cela signifie que les situations qui sont pour les autres un léger inconvénient, pour vous se sentent comme une crise. Cela signifie que votre système nerveux est constamment en mode combattre ou fuir, même lorsqu'il n'y a pas de danger réel. Vous vous réveillez le matin et il y a déjà de l'anxiété assise sur votre poitrine, bien que rien de mal ne se soit encore produit. Vous allez au travail et chaque interaction semble potentiellement dangereuse. Quelqu'un vous regarde un peu étrangement et votre cerveau va immédiatement à « il me déteste, j'ai tout gâché, je vais être viré ». Ce n'est pas du drame. Ce n'est pas que vous exagérez. C'est votre biologie qui fonctionne exactement comme elle a été programmée pour fonctionner. Permettez-moi d'approfondir encore plus la science, parce que je veux que vous compreniez à quel point c'est réel. Il existe un concept appelé programmation prénatale. C'est l'idée que les conditions dans l'utérus maternel programment les attentes du bébé concernant le monde dans lequel il entrera. Si la mère est en stress constant, le corps du bébé se prépare à un monde hostile. Il priorise la survie sur l'épanouissement, la réaction à la menace sur l'exploration, la protection sur la connexion. C'est une adaptation évolutive qui avait du sens quand les humains vivaient dans des environnements vraiment dangereux. Si votre mère vit une famine ou une guerre, il est logique que votre corps se prépare à la pénurie. Mais quand la menace n'est pas externe, mais interne, quand c'est la dépression maternelle, pas un danger extérieur,
cette adaptation devient inadaptée. Vous vous préparez à un monde qui n'existe pas réellement, mais cette préparation façonne toute votre réalité. Votre corps anticipe la catastrophe, même quand tout va bien. Votre système nerveux attend le coup même quand personne ne lève la main. Dans mon cabinet, j'ai vu des patients qui sursautent au moindre bruit, qui ne peuvent pas se détendre même en vacances, qui vérifient constamment leur téléphone, leurs emails, comme s'ils attendaient de mauvaises nouvelles. Ce n'est pas de l'anxiété irrationnelle, c'est leur système nerveux fonctionnant exactement comme il a été calibré dans l'utérus. Mais la biologie n'est que la moitié de l'histoire. Le vrai dommage, ce qui reprogramme votre personnalité pour toute une vie, se produit lorsque vous apportez ce système nerveux sensible dans une maison qui ne peut pas le contenir. Le miroir émotionnel, comment les parents façonnent votre réalité. Vous entrez dans le monde en cherchant la connexion, en cherchant le miroir du visage de votre parent pour qu'il vous dise qui vous êtes. Ce n'est pas une métaphore, c'est un processus psychologique littéral appelé le mirroring, le reflet émotionnel. Les bébés et les jeunes enfants n'ont pas de sens interne d'eux-mêmes. Ils apprennent qui ils sont à travers le reflet qu'ils voient dans les yeux et sur le visage de leurs parents. Quand un bébé sourit, et que le parent sourit en retour avec joie, le bébé apprend « j'apporte de la joie, mon existence est positive, je mérite l'amour ». C'est ce qu'on appelle l'accordage émotionnel ou le mirroring affectif. Le psychologue Donald Winnicott parlait de la mère suffisamment bonne, un parent qui n'a pas besoin d'être parfait, mais qui doit être suffisamment présent, suffisamment réactif pour refléter à l'enfant sa réalité émotionnelle. J'ai travaillé pendant des années avec ce concept dans ma pratique, et j'ai vu ce qui arrive quand ce miroir est brisé, quand il ne reflète pas la joie mais le vide, pas l'amour mais l'épuisement. Mais quand vous regardiez dans ce miroir, qu'avez-vous vu ? Avez-vous vu de la joie ? Avez-vous vu du ravissement ? Ou avez-vous vu de l'épuisement ? Avez-vous vu un affect plat ? Un visage qui ne pouvait pas mobiliser assez d'énergie pour vous sourire en retour ? Imaginez cela, vous êtes un bébé, vous souriez, vous gazouillez, vous tendez vos petites mains vers votre mère. C'est votre façon de dire « je suis là, regarde-moi, aime-moi » et qu'est-ce que vous recevez en retour ? Rien, un regard vide, un soupir de fatigue, ou pire, une irritation. Pas maintenant, je suis fatigué. Quand un enfant cherche la nourriture émotionnelle et trouve le vide, il ne cesse pas d'aimer le parent, il cesse de s'aimer lui-même. C'est crucial à comprendre. L'enfant ne peut pas conclure « ma mère est déprimée et cela n'a rien à voir avec moi ». C'est une pensée trop complexe pour un cerveau en développement. Au lieu de cela, l'enfant fait la seule conclusion qui a du sens dans son système de compréhension limité. Je ne suis pas assez bien. Si j'étais meilleur, maman serait heureuse. Si j'étais plus calme, papa ne serait pas si en colère. Le problème est en moi. C'est ce que les psychologues appellent la pensée égocentrique des enfants. Les enfants pensent naturellement qu'ils sont le centre de l'univers, que tout ce qui se passe est en quelque sorte lié à eux. Habituellement, c'est une phase de développement inoffensive. Mais quand vous combinez la pensée égocentrique avec un parent déprimé, le résultat est dévastateur. L'enfant pense « maman est triste, je suis l'enfant de maman. Par conséquent, je dois être la cause de la tristesse de maman. Je dois être mauvais, incorrect, pas assez bon. » Et cette croyance, cette sensation profonde et viscérale d'insuffisance devient le fondement de votre identité. Cela devient la lentille à travers laquelle vous interprétez chaque expérience tout au long de votre vie. Vous avez appris très tôt que vos besoins étaient un fardeau. Vous avez appris que le niveau de base de l'existence humaine est simplement la survie, pas l'épanouissement. Et cette leçon est devenue votre système d'exploitation. Laissez-moi vous donner un exemple concret de ce à quoi cela ressemble. Imaginez que vous êtes un enfant de 5 ans. Vous rentrez de la maternelle, excité parce que vous avez dessiné une image dont vous êtes fier. Vous courez vers maman, tenant l'image, vos yeux brillants d'anticipation. Dans une famille saine, maman se penche, regarde l'image avec intérêt. Dit quelque chose comme « Waouh, c'est magnifique, parle-moi de ton dessin ». Elle reflète votre enthousiasme. Elle valide votre expérience. Vous vous sentez vu, valorisé, important. Mais avec un parent déprimé, maman lève à peine les yeux. Peut-être qu'elle hoche faiblement la tête. Peut-être qu'elle dit « C'est joli chérie ». Mais la voix est plate, les yeux vides.
Ou peut-être qu'elle est même irritée. Pas maintenant, je suis fatiguée. À ce moment, que se passe-t-il à l'intérieur de l'enfant? L'excitation s'effondre, la joie se transforme en honte. L'enfant apprend « Mon bonheur est un problème. Mon enthousiasme est trop, je dois être plus petit, plus silencieux, moins nécessiteux. » Répétez cette expérience des centaines, des milliers de fois tout au long de l'enfance. Et vous obtenez un adulte qui ne sait pas comment célébrer ses victoires, qui minimise automatiquement ses réalisations, qui se sent coupable d'être heureux. J'ai eu un patient, appelons-le Thomas, qui avait obtenu une promotion importante, directeur d'une grande entreprise, salaire multiplié par 2. Tout le monde le félicitait. Mais Thomas ne pouvait pas ressentir de joie. C'est probablement une erreur, me disait-il. Ils vont se rendre compte que je ne suis pas qualifié. Je vais échouer et tout le monde verra que je suis un imposteur. Nous avons travaillé ensemble pour remonter à la source de ce pattern. Et qu'avons-nous trouvé? Sa mère, dépressive chronique, qui ne célébrait jamais rien. Quand il ramenait un bon bulletin scolaire, elle disait « c'est bien », sans lever les yeux de son tricot. Quand il gagnait une compétition sportive, elle disait « félicitations », avec une voix aussi plate qu'une ligne de moniteur cardiaque. Thomas avait appris qu'accomplir des choses ne menait nulle part, que le succès ne changeait rien, que peu importe ce qu'il faisait, il n'obtiendrait jamais ce regard de fierté, cette étincelle de joie dans les yeux de sa mère. Alors pourquoi essayer? Pourquoi se réjouir? Le cerveau de Thomas avait été programmé pour minimiser tout succès, anticiper tout échec et rester dans un état de vigilance anxieuse où rien n'était jamais assez bon. Cela a créé en vous quelque chose que les psychologues appellent l'hypervigilance. Vous êtes devenu expert dans la lecture de la météo de la maison. Vous pouviez dire, par le son de la porte d'entrée, qui se fermait, dans quelle humeur était votre mère. Vous pouviez dire, par le silence lourd à la table du dîner, que vous deviez être invisible. Vous avez appris à vous rétrécir. Vous avez appris qu'occuper l'espace était dangereux. Vous avez appris qu'avoir des émotions bruyantes, chaotiques, joyeuses, était trop pour vos parents fragiles. Alors vous avez tué les parties de vous-même qui étaient fautes de bruyantes. Vous avez tué les parties qui étaient exigeantes. Vous êtes devenu l'enfant facile, l'enfant mature. Les parents vous louaient « tu es si bon, si calme, aucun problème avec toi ». Mais « enfant facile » est un euphémisme pour enfant qui a appris à trahir ses propres besoins. L'enfant facile est simplement l'adulte déprimé en préparation, parce que cette énergie n'a pas disparu, ses besoins n'ont pas disparu. Vous avez simplement appris à les enterrer si profondément en vous-même que même vous avez oublié qu'ils étaient là. Et voici ce qui se passe quand ces besoins restent insatisfaits pendant des décennies. Ils ne disparaissent pas simplement, ils se transforment. Ils deviennent dépression, anxiété, addiction, pattern compulsif. Ils deviennent la voix dans votre tête qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon. Ils deviennent le sabotage qui détruit vos relations. Ils deviennent le vide que vous ne pouvez pas nommer, mais que vous ressentez toujours. L'impuissance, apprise, comment? La dépression devient contagieuse. La dépression est contagieuse, non pas comme un virus, mais comme un modèle comportemental. En psychologie, il existe un concept appelé l'impuissance apprise. Elle a été observée dans des expériences où des animaux étaient soumis à des facteurs de stress dont ils ne pouvaient pas s'échapper. Finalement, ils cessaient d'essayer. Même quand la porte s'ouvrait, ils restaient dans la cage. Ils avaient appris que leurs actions n'avaient pas d'importance, qu'ils n'avaient pas de contrôle, que les efforts étaient inutiles. Le psychologue Martin Seligman a mené des expériences célèbres avec des chiens dans les années 1960. Les chiens qui avaient été soumis à des chocs électriques inévitables finissaient par simplement se coucher et les accepter, même quand on leur donnait l'opportunité de s'échapper. Ils avaient appris l'impuissance. Ces expériences, bien que troublantes, nous ont appris quelque chose de fondamental sur la psychologie humaine. Et j'ai vu ce même pattern encore et encore chez les enfants de parents déprimés. Grandir avec des parents déprimés est un cours magistral sur l'impuissance apprise. Vous observiez comment ils géraient les difficultés. Résolvaient-ils les problèmes ou se retiraient-ils dans la chambre? Communiquaient-ils ou utilisaient-ils le traitement silencieux? Vous absorbiez leur mécanisme d'adaptation par osmose. Si votre père voyait le monde comme un endroit hostile
où tout le monde veut vous avoir, vous avez probablement développé une distorsion cognitive connue sous le nom de biais d'attribution hostile. Vous entrez dans une pièce et vous supposez que les gens ne vous aiment pas. Vous supposez que le projet échouera. Vous supposez que la relation se terminera. Vous prédisez la pluie parce que vous avez été élevé dans une maison où la tempête ne s'arrêtait jamais. Permettez-moi de vous donner des exemples concrets de ce à quoi cela ressemble dans votre vie d'adulte. Votre patron vous demande de venir dans son bureau. Immédiatement, votre esprit va à un « je vais être viré, j'ai tout gâché, c'est la fin ». Même si objectivement vous faisiez du bon travail, même s'il n'y a aucune raison de penser que quelque chose de mauvais se passe, votre cerveau va automatiquement au pire scénario. Votre partenaire rentre à la maison et est silencieux. Au lieu de penser peut-être qu'ils ont eu une journée difficile, vous paniquez immédiatement. Qu'est-ce que j'ai fait ? Sont-ils en colère contre moi ? Vont-ils partir ? Vous commencez à analyser chaque interaction des derniers jours, cherchant des preuves que vous avez tout gâché. On vous offre une opportunité, un nouvel emploi, une nouvelle relation, un nouveau projet. Et au lieu d'excitation, la première chose que vous ressentez est la peur. C'est trop beau pour être vrai. Quelque chose va mal tourner. Je ne mérite pas cela. Je vais gâcher cela. C'est une distorsion cognitive appelée catastrophisation. Votre cerveau va automatiquement au pire résultat possible dans n'importe quelle situation. Ce n'est pas parce que vous êtes pessimiste par nature. C'est parce que votre cerveau a été entraîné à s'attendre à la catastrophe, en regardant vos parents vivre la vie comme si c'était une série de catastrophes. Il y a aussi un pattern appelé filtrage négatif. Vous recevez 10 compliments et une critique, et à quoi pensez-vous toute la nuit ? À la critique. Vous filtrez le positif et vous concentrez exclusivement sur le négatif parce que c'est ce que votre cerveau a été entraîné à faire. Si votre mère pouvait vous ignorer toute la journée, mais ensuite vous critiquer une fois pour avoir laissé une tasse sur la table, qu'est-ce qui s'enregistrait dans votre cerveau ? La critique. L'ignorance était si normale, si basique, qu'elle ne s'enregistrait même pas comme significative. Mais ce moment d'attention, même s'il était négatif, était vif, mémorable. Ainsi, vous avez appris que l'attention vient par les erreurs, par les problèmes, par le négatif. Et maintenant, en tant qu'adulte, vous vous concentrez sur le négatif parce que c'est ce que votre cerveau a été entraîné à chercher. Cela crée un état d'hypervigilance chronique. Vous attendez toujours que l'autre chaussure tombe. Vous ne pouvez jamais complètement vous détendre, complètement faire confiance, complètement profiter du moment, parce qu'une partie de vous scanne toujours l'horizon pour des signes de catastrophe imminente. Même dans les moments de paix, vous ne pouvez pas lâcher prise. Vous êtes assis sur la plage au coucher du soleil, un moment objectivement beau, et votre cerveau dit « Oui, mais demain, je dois retourner au travail. Oui, mais je ne peux pas me permettre ces vacances. Oui, mais ma relation ne durera probablement pas. » Vous ne pouvez pas simplement être. Vous êtes toujours à moitié dans le futur, vous inquiétant de ce qui va mal tourner, ou vous êtes à moitié dans le passé, rejouant des choses que vous avez dites ou faites, les analysant pour des erreurs. Et ce qui est le plus insidieux, c'est que cette hypervigilance se confirme souvent elle-même. Parce que quand vous vous attendez à ce que tout aille mal, vous créez inconsciemment les conditions pour que cela se produise. Vous sabotez les opportunités parce que vous avez trop peur d'essayer. Vous poussez les gens avant qu'ils ne puissent contrepartir. Vous créez exactement le futur que vous craignez. C'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Vos croyances sur le monde façonnent votre comportement, qui crée ensuite des résultats qui confirment vos croyances. C'est un cercle vicieux très difficile à briser sans intervention sérieuse et conscience. La parentification, quand les enfants deviennent parents, de leurs parents, et maintenant tout devient encore plus sombre. Dans une famille saine, l'énergie coule vers le bas, les parents versent un rang dans l'enfant. L'enfant prend cette énergie et grandit. Les parents fournissent la stabilité émotionnelle, la sécurité, le réconfort. L'enfant est libre d'être un enfant, jouer, explorer, faire des erreurs, apprendre. Dans une famille avec dépression, le flux est inversé. L'enfant verse dans le parent. Les psychologues appellent cela la parentification.
Parce que vos parents étaient émotionnellement absents ou instables, vous avez inconsciemment pris le travail de réguler leurs émotions. Vous êtes devenu le thérapeute, vous êtes devenu le conjoint émotionnel. Vous êtes devenu le bouffon qui essayait de les faire rire juste pour briser la tension. Il existe 2 types de parentification, instrumentale et émotionnelle. La parentification instrumentale est quand l'enfant prend en charge les responsabilités physiques, comme cuisiner, nettoyer la maison, s'occuper des frères et sœurs plus jeunes. La parentification émotionnelle est quand l'enfant devient le soutien émotionnel du parent, le confident, le consolateur. Les 2 types sont destructeurs, mais la parentification émotionnelle est particulièrement insidieuse parce qu'elle ressemble souvent à de l'intimité. Le parent peut même penser « j'ai une relation si spéciale avec mon enfant, nous sommes si proches, je peux lui parler de n'importe quoi ». Mais ce n'est pas de l'intimité, c'est une violation des limites. L'enfant ne devrait pas être le confident du parent. L'enfant ne devrait pas gérer les émotions du parent. L'enfant ne devrait pas porter le poids des problèmes d'adultes. J'ai eu une patiente, appelons-la Sophie, qui m'a raconté comment, dès l'âge de 8 ans, sa mère lui confiait tous ses problèmes conjugaux. « Ton père ne m'aime plus, disait la mère. Je pense qu'il a une liaison. Qu'est-ce que je devrais faire, Sophie ?» Imaginez cela. 8 ans, vous devriez jouer avec des poupées, dessiner, rêver. Au lieu de cela, vous portez le poids d'un mariage en train de s'effondrer. Vous vous sentez responsable du bonheur de votre mère. Vous pensez que si vous êtes assez gentille, assez parfaite, peut-être que papa restera, peut-être que maman cessera de pleurer. Vous ressentez la responsabilité de leur bonheur. Si maman était triste, vous pensiez « je dois être meilleur, je dois faire quelque chose pour la rendre heureuse ». Si papa était en colère, vous pensiez « je dois être plus calme, je ne dois pas créer de problème ». C'est un fardeau écrasant pour un esprit en développement. Cela établit une croyance profondément enracinée, connue sous le nom de responsabilité toxique. Vous grandissez en croyant que si les gens autour de vous sont malheureux, c'est en quelque sorte de votre faute. Vous entrez dans une pièce en tant qu'adulte, et si votre partenaire est silencieux, vous paniquez. Votre cerveau crie « Qu'est-ce que j'ai fait ? Comment puis-je réparer cela ?» Permettez-moi d'expliquer à quel point c'est destructeur en pratique. Imaginez que vous êtes un enfant de 7 ou 8 ans. Votre mère pleure dans la cuisine. Quelle est la réponse normale et saine d'un parent dans cette situation ? Le parent devrait dire « Maman est un peu triste aujourd'hui, mais ce n'est pas de ta faute et ce n'est pas ta responsabilité. Les adultes sont parfois tristes et je vais prendre soin de moi. » Mais le parent déprimé ne dit pas cela. Au lieu de cela, vous, en tant qu'enfant, ressentez cette émotion lourde et terrible remplissant la maison, et vous n'avez aucun contexte pour cela. Vous ne savez rien des déséquilibres chimiques, des traumatismes de l'enfance, du stress financier. Tout ce que vous savez, c'est que maman est triste. Et cela semble insupportable. Alors vous essayez de réparer cela. Vous lui dessinez une image, vous lui racontez une blague, vous lui apportez une fleur du jardin. Et peut-être, juste pour un instant, elle sourit. Et dans ce moment, vous ressentez du soulagement. Je l'ai fait, j'ai rendu maman heureuse. Mais ce n'est pas votre travail. Ça ne l'a jamais été. Et quand ce sourire s'estompe, quand la dépression revient et elle revient toujours, vous vous sentez comme si vous aviez échoué. Ou peut-être que c'était encore pire. Peut-être que votre parent vous utilisait activement comme support émotionnel. Peut-être que votre mère vous parlait de ses problèmes conjugaux. Peut-être que votre père se plaignait à vous des problèmes financiers. Peut-être qu'il vous disait des choses qui ne devraient jamais être dites à un enfant. Si ce n'était pas pour toi, je quitterais ton père. Tu es la seule raison pour laquelle je continue à vivre. Ces déclarations semblent aux parents une façon d'exprimer l'amour ou l'importance de l'enfant. Mais pour l'enfant, elles sont terriblement lourdes. L'enfant entend « ton existence est la seule chose qui empêche cette personne de s'effondrer. Si tu ne réussis pas, si tu n'es pas assez bon, il pourrait mourir ou partir. » Imaginez porter cela à 8, 10, 12 ans. Ce n'est pas une culpabilité que vous pouvez simplement déposer quand vous grandissez. Cela devient partie de votre système d'exploitation. Cela conduit à une vie de phoning, réaction traumatique, où vous abandonnez vos propres besoins pour apaiser les autres, pour éviter le conflit ou le rejet. Les 4 réactions traumatiques principales sont
Combattre, fuir, figer et fawn. Séduire, apaiser. Tout le monde connaît les 3 premières, mais le fawn est moins connu, bien qu'il soit extrêmement courant chez les enfants de parents émotionnellement instables ou déprimés. Le fawning signifie l'apaisement. Cela signifie se rendre plus petit, plus agréable, plus pratique. Cela signifie lire l'humeur des autres et s'ajuster pour correspondre. Cela signifie supprimer vos propres besoins et désirs pour préserver la paix. Vous devenez un caméléon. Vous n'avez pas de limites parce que les limites n'ont jamais été autorisées dans votre maison d'enfance. Vous donnez et donnez et donnez, attendant un retour sur investissement qui ne vient jamais. Dans les relations adultes, cela ressemble à ceci. Vous êtes toujours celui qui s'excuse en premier, même quand ce n'est pas votre faute. Vous êtes toujours celui qui fait des compromis, qui se plie, qui s'adapte. Vous ne dites jamais ce que vous voulez vraiment, parce que vous êtes si habitué à supprimer vos propres désirs. Quelqu'un demande « Où veux-tu aller dîner ?» et vous dites automatiquement « Ça m'est égal, tout ce que tu veux ». Pas parce que ça vous est vraiment égal, mais parce que vous avez si peu de pratique à connaître et à exprimer vos propres préférences. Quelqu'un franchit votre limite, et vous ne dites rien parce que dire quelque chose semble trop risqué, trop conflictuel, trop comme créer des problèmes. Et voici où cela devient vraiment cruel. Vous attirez des partenaires qui sont exactement comme vos parents, émotionnellement indisponibles, déprimés ou critiques. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la malchance, c'est la compulsion de répétition. Votre inconscient essaie de guérir la blessure originale en la recréant encore et encore. Vous pensez, si je peux faire en sorte que ce partenaire émotionnellement indisponible m'aime, cela prouvera que je suis digne. Cela réparera ce qui a été cassé quand mes parents ne pouvaient pas m'aimer pleinement. Mais vous essayez de guérir la blessure avec l'arme même qui l'a causée, et ça ne marche jamais. Vous répétez simplement le cycle, approfondissez le pattern, vous prouvez encore et encore que vous n'êtes pas assez bon, pas assez digne d'amour. Les psychologues appellent cela le lien traumatique. Vous êtes littéralement attaché à la dynamique qui vous blesse, parce qu'elle est familière. Le dysfonctionnement se sent comme la maison. L'amour sain se sent étrange, suspect, même ennuyeux, parce qu'il n'active pas les mêmes voies neuronales qui ont été creusées dans votre enfance. Quand quelqu'un vous traite bien, quand quelqu'un est cohérent, fiable, émotionnellement disponible, une partie de vous ne sait pas quoi en faire. Ça n'active pas votre système d'excitation. Ça ne se sent pas comme le vrai amour, parce que le vrai amour, tel que vous le connaissez, était imprévisible, conditionnel, lié à l'anxiété. Alors vous sabotez, vous trouvez des défauts, vous créez du drame, vous les repoussez pour voir s'ils partiront, parce que quelque part au fond, vous êtes toujours cet enfant essayant de comprendre si le problème était en vous ou en vos parents. Et si ce bon partenaire reste, même quand vous le repoussez, peut-être que vous pourrez finalement croire que vous êtes digne d'amour. Mais ce n'est pas juste pour eux, et ce n'est pas juste pour vous, parce que vous méritez de guérir, pas de répéter. L'anédonie est la peur de la joie quand le bonheur devient une menace. Alors, comment cela se manifeste-t-il maintenant ? Vous êtes un adulte, vous avez déménagé, peut-être même que vous êtes allé en thérapie, mais la dépression persiste. Elle se manifeste comme l'anédonie. L'anédonie est l'incapacité à ressentir du plaisir des choses qui devraient être agréables. Vous obtenez une promotion et vous ne ressentez rien. La première pensée n'est pas « je l'ai fait », mais « quand vont-ils réaliser que je suis un imposteur ?» Vous partez en vacances et vous vous sentez coupable. « Je ne devrais pas dépenser cet argent. Je ne mérite pas cela. Je devrais travailler. » Vous ne pouvez pas simplement vous permettre de vous détendre et de profiter, parce qu'une partie de vous attend toujours que la facture arrive. Vous atteignez un objectif sur lequel vous avez travaillé pendant des années, et au lieu de célébrer, vous passez immédiatement à l'objectif suivant. Ce n'était pas assez bon, j'ai besoin de plus, je ne peux pas m'arrêter, ou je ne vaux rien. C'est ce qu'on appelle le tapis roulant hédonique. Mais pour vous, c'est plus extrême que pour les autres personnes. Les gens normaux s'adaptent aux bonnes choses et reviennent à un niveau de base de bonheur. Mais votre niveau de base est plus bas, et votre cerveau a été entraîné à ne pas faire confiance au bonheur, à activement le craindre. Vous avez de grandes difficultés à faire confiance au bonheur. Pour l'enfant d'un parent déprimé, le bonheur se sent comme un piège. Dans votre enfance, quand les choses allaient bien,
C'était généralement le calme avant la tempête. Si votre père était de bonne humeur le lundi, il pouvait s'effondrer le mardi. Si maman riait au petit déjeuner, elle pouvait pleurer à midi. Vous avez appris que les bons moments ne durent pas, que la joie est temporaire, que tout moment de bonheur sera équilibré par un moment égal ou plus grand de douleur. Alors vous avez appris à vous préparer au coup. Vous vivez dans un état de prémonition de la joie. La psychologue Brené Brown parle de cela comme le ravage de la joie. C'est quand vous êtes dans un moment agréable, mais votre cerveau va immédiatement à « mais et si ça se termine ? Et si quelque chose arrive à mes enfants ? Et si je perds ce travail ?» Vous ne pouvez pas complètement vous détendre dans un moment de paix, parce que vous attendez que l'autre chaussure tombe. Vous attendez le retour de la dépression. Et cela conduit à l'auto-sabotage. Quand les choses vont trop bien, votre système nerveux devient inconfortable. Se sentir bien provoque en fait de l'anxiété, parce que c'est non familier, parce que votre système a été calibré pour la douleur, pas pour le plaisir. Permettez-moi d'expliquer la neurobiologie de cela. Votre cerveau a un point de consigne pour normal. Ce point de consigne a été calibré dans votre enfance. Pour la plupart des gens, normal est neutre ou légèrement positif. Pour vous, normal est quelque part entre légèrement négatif et très négatif. Quand vous vivez quelque chose qui vous élève au-dessus de ce point de consigne, votre cerveau l'interprète comme une anomalie, comme un problème à corriger. Cela active l'anxiété, parce que votre cerveau pense « ce n'est pas normal, ce n'est pas sûr, quelque chose doit être faux ». Alors vous créez inconsciemment des problèmes pour revenir à votre point de consigne de dysfonction. Vous choisissez une dispute, vous procrastinez jusqu'à ce que ce devienne une crise. Vous buvez trop, dépensez imprudemment, dites quelque chose que vous ne pensez pas. Vous revenez au chaos parce que le chaos est ce que vous connaissez. Le chaos est la maison. Les psychologues appellent cela le confort dans l'inconfort. Le dysfonctionnement, la douleur, la lutte, c'est votre zone de confort. La paix, la stabilité, le bonheur, c'est en dehors de votre zone de confort et votre système nerveux résiste farouchement à y rester trop longtemps. Cela se manifeste également dans votre monologue intérieur. Écoutez la voix dans votre tête quand vous faites une erreur. De qui est cette voix ? Est-ce une voix gentille et corrective ? Ou est-ce une voix de catastrophe apocalyptique ? Tu es si stupide, tu ruines toujours tout. Pourquoi essaies-tu même ? Tu ne fais jamais rien correctement. Tout le monde va voir à quel point tu es pathétique. C'est un introjecte. C'est la voix internalisée de votre parent déprimé, critique ou négligent. Ils ne sont plus dans la pièce, mais ils ont installé un camp dans votre esprit. Vous vous insultez en leur nom. Vous faites leur travail pour eux. Freud appelait cela le surmoi, la voix parentale internalisée qui juge et critique. Mais pour les enfants de parents déprimés ou critiques, le surmoi n'est pas juste strict, il est cruel, il est impitoyable. Il vous dit des choses que vous ne diriez jamais même à votre pire ennemi. Et ce qui est vraiment insidieux, cette voix se sent comme vous. Vous ne pensez pas à elle comme extérieure. Vous pensez « c'est juste la vérité, je suis vraiment stupide, je ruine vraiment tout ». Mais ce n'est pas la vérité, c'est la programmation, c'est un enregistrement qui joue dans votre tête. Et vous pouvez apprendre à l'éteindre, mais cela nécessite une conscience et une pratique énorme. Et la chose la plus insultante que les gens vous disent est que le bonheur est un choix. Choisis juste d'être heureux, pense juste positivement, sois juste reconnaissant. Quand votre niveau de base est la dépression génétique et environnementale, choisir le bonheur se sent comme essayer de maintenir un ballon de plage sous l'eau. Cela nécessite un effort musculaire constant. Et au moment où vous arrêtez d'essayer, il ressort à la surface. La société vous dit que si vous faites de l'exercice, méditez et tenez un journal, vous serez réparé. Et bien que ces choses aident, elles aident vraiment. Elles ne réécrivent pas l'histoire de votre système nerveux. Elles n'effacent pas des années de programmation. Ce sont des outils de gestion, pas des cures. C'est comme le diabète. Vous pouvez le gérer avec un régime, de l'exercice, des médicaments. Mais vous avez toujours le diabète. Vous devez toujours faire attention, être prudent, prendre soin de vous différemment des gens sans cette condition. La dépression enracinée dans votre biologie et votre environnement précoce
est similaire. Elle ne disparaît pas complètement, mais elle peut devenir gérable. Elle peut devenir quelque chose que vous avez parce que vous êtes. Vous ressentez un sentiment profond d'isolement parce que vous jouez au jeu de la vie en mode difficile, tandis que tous les autres sont en mode normal. Vous regardez les gens qui ont des relations proches avec leurs parents, les gens qui rentrent à la maison pour les vacances et en profitent réellement, et vous ressentez un mélange d'envie et de chagrin. C'est un chagrin compliqué. Vous pleurez des parents qui sont toujours vivants, vous pleurez une enfance que vous n'avez jamais eue. Vous pleurez la personne que vous auriez pu être si vous n'aviez pas dépensé toute votre énergie juste à essayer de survivre dans votre propre maison. Pauline Boss, thérapeute familiale, parle du concept de perte ambiguë. C'est une perte sans clôture, une perte qui est floue, qui n'est pas reconnue par la société. La perte de l'enfance à cause de parents déprimés est un exemple classique de perte ambiguë. Vos parents ne sont pas morts, ils vous aimaient, peut-être même à leur façon. Mais ils ne pouvaient pas être les parents que vous méritiez, et vous pleurez cela, mais vous ne pouvez pas le pleurer publiquement parce qu'ils sont toujours là. Les gens disent « au moins tu as des parents », au moins ils ne te battaient pas, au moins ils fournissaient un toit. Et cette minimisation de votre expérience rend le chagrin encore plus isolant. C'est un handicap invisible. Vous semblez normal de l'extérieur. Vous pouvez même réussir. Beaucoup d'enfants de parents déprimés deviennent des surperformants, parce qu'ils essaient toujours de gagner l'amour qu'ils n'ont jamais reçu. Ils essaient toujours de prouver qu'ils sont assez bons, assez précieux, assez dignes. Mais à l'intérieur, le moteur fonctionne sur les vapeurs. À l'intérieur, il y a ce silence vibrant, cette lourdeur qui ne part jamais complètement. Il y a un sentiment que vous prétendez être normal, que si les gens savaient à quel point vous êtes vraiment brisé, ils partiraient. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Mais pour vous, c'est plus profond que simplement douter de vos capacités professionnelles. Vous vous sentez comme un imposteur en tant que personne. Vous avez l'impression de prétendre être digne d'amour, digne de bonnes choses, digne de bonheur. La guérison. Pouvez-vous briser le cycle? Alors êtes-vous condamné? Est-ce une sentence à vie écrite dans votre sang? Le titre de cette présentation est « Comment vos parents ont programmé votre dépression pour la vie ». Et dans un sens, c'est vrai. Le tissu cicatriciel sera toujours là. Vous ne pouvez pas annuler l'expérience de votre enfance. Vous ne pouvez pas retirer le poison avec lequel on vous a nourri pendant 18 ans. Mais bien qu'ils aient écrit le début de votre livre, ils ne tiennent pas le stylo pour la fin. Briser la malédiction générationnelle n'est pas un acte passif. C'est un acte de guerre contre votre propre biologie. Cela vous demande de devenir un traître au malheur familial. Et laissez-moi être très clair à ce sujet, c'est la chose la plus difficile que vous ferez jamais. Ce n'est pas une vidéo motivationnelle où je vous dis que tout sera facile si vous croyez juste en vous. Ce sera insupportablement difficile. Il y aura des jours où vous voudrez abandonner. Il y aura des moments où vous penserez « à quoi bon? Peut-être que c'est juste qui je suis. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Vous ne vous changez pas. Vous vous récupérez. Vous ne créez pas une nouvelle personne. Vous déterrez la personne que vous avez toujours dû être sous des années de programmation et d'adaptation à un environnement toxique. La première étape est l'acceptation radicale. Vous devez arrêter d'attendre que vos parents changent. Vous devez arrêter d'attendre qu'ils s'excusent, se réveillent, deviennent soudainement les gardiens brillants et aimants dont vous aviez besoin. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. Ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas. C'est parce qu'ils sont victimes de leurs propres parents, coincés dans leur propre boucle. Leurs parents leur ont fait la même chose, et leurs parents avant eux. Cela remonte à des générations, cette transmission de douleur. Pensez-y, votre grand-mère était probablement également déprimée, et ses parents avant elle. Et ainsi de suite, peut-être pendant des siècles. Chaque génération transmet le traumatisme non guéri au suivant, espérant qu'en quelque sorte, la génération suivante le réparera. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Le traumatisme ne guérit pas en le transmettant. Il guérit en le traitant, en le ressentant, en l'intégrant puis en le lâchant. Vous devez les licencier en tant que source de validation. Vous devez arrêter de chercher chez eux ce qu'ils ne peuvent pas donner. Cela ne signifie pas que vous cessez de les aimer.
Cela signifie que vous cessez de vous attendre à ce qu'ils soient les parents que vous méritiez. C'est l'un des aspects les plus douloureux de la guérison, parce qu'une partie de vous est toujours cet enfant qui attend que le parent vous voie, vous valide, vous dise que vous êtes assez bon. Et lâcher cet espoir se sent comme une petite mort. Mais tenir cet espoir vous garde coincé. Cela vous garde enfant, attendant quelque chose qui ne viendra jamais. Lâcher l'espoir est paradoxalement libérateur, parce qu'alors vous pouvez arrêter d'attendre et commencer à construire. Vous devez accepter que la dépression fait partie de votre constitution biologique, comme de mauvais genoux ou une peau sensible. Cela signifie que vous devez prendre soin de vous différemment des autres personnes. Vous avez besoin de plus de repos, vous avez besoin de limites plus strictes, vous devez être impitoyable sur qui vous laissez entrer dans votre cercle intérieur. Vous ne pouvez pas être autour de personnes qui vous drainent, qui vous critiquent, qui vous font sentir que vous n'êtes pas assez. Vous n'avez pas le luxe de tolérer les personnes toxiques, même si ce sont des membres de la famille. Surtout si ce sont des membres de la famille. Cela peut signifier établir des limites strictes avec vos parents. Cela peut signifier limiter le contact. Cela peut même signifier couper le contact, si leur présence nuit activement à votre santé mentale. Et oui, cela sera considéré comme une trahison dans votre famille. Les gens vous diront que vous êtes égoïste, ingrat, que vous devez à vos parents. Mais vous ne leur devez pas votre vie. Vous ne leur devez pas votre santé mentale. Vous ne leur devez pas la continuation du cycle de douleur. Vous devez vous reparenter. C'est un processus psychologique de vous donner à vous-même ce que vos parents ne pouvaient pas. Quand vous avez peur, vous ne vous grondez pas. Vous vous apaisez. Vous vous dites ce qu'un parent aimant dirait « Tout va bien aller. Tu es en sécurité. Je suis là avec toi. » Quand vous accomplissez quelque chose, vous le célébrez. Vous ne le minimisez pas. Vous ne passez pas immédiatement à l'objectif suivant. Vous vous arrêtez. Vous reconnaissez votre travail acharné. Vous vous dites « Je suis fier de toi ». Quand vous faites une erreur, vous ne catastrophez pas. Vous dites « C'était une erreur. Les erreurs sont normales. Je peux apprendre de cela. Cela ne définit pas ma valeur en tant que personne. » Vous devez construire une nouvelle voie intérieure, brique par brique, pour noyer l'ancienne. Vous devez interrompre le pattern. Chaque fois que la voie critique commence, vous l'arrêtez. Non, ce n'est pas ma pensée. C'est un enregistrement qui joue dans mon ADN. Et je vais rayer le disque. Certaines personnes trouvent utile de littéralement nommer cette voie. Oh, c'est le critique encore. Bonjour critique, je sais que tu essaies de me protéger, mais tes méthodes sont dépassées. Je n'ai plus besoin de toi. Cela peut sembler stupide, mais créer de la distance entre vous et la voix critique, entre je et le critique, est puissant. Cela vous permet de voir ces pensées comme quelque chose que vous avez, pas quelque chose que vous êtes. La réalisation la plus terrifiante est que vous avez le potentiel de devenir eux. Vous vous surprenez à soupirer comme votre mère soupirait. Vous vous surprenez à vous déconnecter comme votre père se déconnectait. La conscience est la seule arme contre cela. Vous devez dire « ce n'est pas moi », c'est la programmation. Et je vais la réécrire. C'est ce qu'on appelle la transmission intergénérationnelle. Les recherches montrent que sans intervention, les gens ont tendance à reproduire les patterns parentaux, même quand ils jurent de ne jamais être comme leurs parents. Vous avez besoin de thérapie, pas juste quelques séances. Une thérapie profonde et à long terme, avec quelqu'un qui comprend le traumatisme développemental et la dépression. Vous avez besoin de quelqu'un qui peut vous aider à voir les patterns que vous ne pouvez pas voir vous-même. Cherchez un thérapeute formé à la thérapie cognitivo-comportementale, axée sur le trauma, TFCBT, la thérapie des schémas, les systèmes familiaux internes, IFS, ou l'EMDR pour traiter le trauma. Ces modalités sont spécifiquement conçues pour travailler avec la programmation profondément enracinée que vous portez. Vous pourriez avoir besoin de médicaments. Et c'est normal, si votre système de sérotonine est cassé à cause de la génétique et de l'environnement précoce. Il n'y a aucune honte à utiliser les outils de la science pour corriger la chimie. Les médicaments ne sont pas de la faiblesse. C'est un outil. Vous ne dites pas à un diabétique que l'insuline est de la faiblesse. Vous ne dites pas à une personne avec une mauvaise vue que les lunettes sont de la faiblesse. Alors pourquoi les médicaments pour la santé mentale devraient-ils être différents ?
vous devez vous entourer de personnes qui sont saines, qui ont eu une bonne éducation, qui savent à quoi ressemblent les relations normales. Ce sera inconfortable au début. La gentillesse se sentira suspecte, la stabilité se sentira ennuyeuse. Mais vous devez rester avec, vous devez vous permettre d'être aimé, même quand c'est effrayant. C'est ce qu'on appelle une expérience émotionnelle corrective. Vous devez vivre encore et encore que les gens peuvent être cohérents, que l'amour ne doit pas faire mal, que les relations peuvent être sûres. Chaque fois qu'un ami se présente pour vous, que vous vous permettez de faire confiance à cela. Chaque fois qu'un partenaire reste, quand vous lui montrez votre vulnérabilité. Chaque fois que vous établissez une limite et qu'elle est respectée. Toutes ces expériences réécrivent lentement vos attentes sur ce à quoi ressemble l'amour. Et le plus important, vous devez être patient avec vous-même. Vous reprogrammez un système nerveux qui a été mal calibré pendant des décennies. Cela ne se produira pas en 6 mois, cela ne se produira pas en 1 an. C'est le travail d'une vie. Il y aura des jours où vous régresserez. Il y aura des moments où la dépression revient en force. Et vous avez l'impression que tout progrès était une illusion. Mais ce n'est pas vrai. Le progrès n'est pas linéaire. La guérison n'est pas une ligne droite. C'est une spirale. Parfois vous pensez que vous êtes de retour au même endroit, mais vous êtes à un niveau plus élevé de la spirale. Peut-être que vous ressentez à nouveau la même dépression. Mais maintenant, vous avez des outils. Maintenant, vous avez de la conscience. Maintenant, vous savez que cela passera, même quand il semble que ça ne passera pas. Ce n'est pas la même personne vivant la même dépression. C'est une personne plus sage, plus forte, temporairement visitée par un ancien pattern. Soyez doux avec vous-même dans la régression. Ce n'est pas un échec, c'est une partie du processus. Le système nerveux ne change pas linéairement, il change en boucles et cercles, avec avancées et reculs, avec percées et retraites. Pensée finale. Vous êtes le briseur de cycles. La tragédie de la dépression génétique est qu'elle se sent personnelle, mais en réalité, elle est systémique. On vous a remis un sac lourd de pierres au moment de votre naissance. Vous l'avez porté en montant la montagne pendant 20 ou 30 ou 40 ans. Il n'est pas surprenant que vous soyez fatigué. Mais voici la vérité qu'on ne vous a pas enseignée. Vous pouvez poser le sac. Vous ne pouvez pas effacer la mémoire du poids. Vous saurez toujours à quel point il était lourd, mais vous n'avez pas besoin de le porter encore 1 kilomètre. Vous pouvez le poser. Vous pouvez dire « ce n'est pas le mien, je le porte depuis trop longtemps, et aujourd'hui, je le libère ». Vous êtes le briseur de cycles. Et être un briseur de cycles est le travail le plus difficile de la lignée. Vous êtes celui qui absorbe les ondes de choc du trauma générationnel pour ne pas les transmettre au suivant. Les briseurs de cycles se sentent souvent seuls, parce que votre famille ne comprend pas ce que vous faites. Ils peuvent même en ressentir du ressentiment. Quand vous refusez de participer aux patterns dysfonctionnels, quand vous établissez des limites, quand vous choisissez différemment, cela tient un miroir devant leur propre choix, et c'est inconfortable pour eux. Ils peuvent en vous appeler sensible, dramatique, ingrat. Ils peuvent dire que vous pensez être meilleur qu'eux. Mais la vérité est que vous n'essayez pas d'être meilleur. Vous essayez juste d'être plus sain. Et c'est leur travail, pas le vôtre, de gérer leurs sentiments à ce sujet. Cela s'arrête avec vous. La tristesse s'arrête avec vous. Le silence s'arrête avec vous. L'impuissance apprise s'arrête avec vous. La voix intérieure critique s'arrête avec vous. Vos parents ont répété le passé, vous écrivez le futur. Et quand viendra le jour où vous aurez vos propres enfants, biologiques ou choisis, vous les regarderez avec joie, pas avec épuisement. Vous leur reflèterez leurs valeurs, pas votre vide. Vous briserez le cycle. Imaginez ceci, votre enfant vient à vous, excité par quelque chose. Et au lieu d'être trop épuisé pour répondre, au lieu de vous déconnecter, vous êtes pleinement présent. Vous le regardez dans les yeux, vous reflétez son enthousiasme. Vous dites « raconte-moi plus » et dans ce moment, vous faites quelque chose de révolutionnaire. Vous n'élevez pas juste votre enfant, vous vous guérissez, vous donnez à votre enfant intérieur l'expérience qu'il n'a jamais eue, vous leur montrez à tous les deux qu'il est possible de faire autrement. Et même si vous n'avez jamais d'enfant, vous êtes toujours un briseur de cycles, parce que vous avez arrêté la transmission de la douleur. Vous avez décidé que cela se termine ici. Vous avez décidé de guérir, même quand cela semblait impossible.
Vous brisez le cycle chaque fois que vous choisissez différemment, chaque fois que vous établissez une limite au lieu de faire du phoning, chaque fois que vous vous dites un mot gentil au lieu d'une critique, chaque fois que vous restez avec un sentiment au lieu de vous déconnecter, chaque fois que vous demandez de l'aide au lieu de prétendre que tout va bien. C'est héroïque, c'est sacré, c'est le travail le plus important qu'une personne puisse faire. Et laissez-moi être clair, vous ne guérissez pas seulement vous-même. Quand vous brisez le cycle, vous guérissez votre lignée dans les deux directions. Vous guérissez en arrière, vers vos parents, grands-parents, tous ceux qui n'avaient pas les outils que vous avez. Et vous guérissez en avant, vers toutes les générations futures qui ne porteront pas ce fardeau, parce que vous avez décidé de le poser. Ce n'est pas du drame. Ce n'est pas une métaphore. Il y a une science épigénétique réelle montrant que quand vous guérissez le trauma, cela peut effectivement changer l'expression des gènes que vous transmettez. Votre guérison change littéralement l'héritage biologique de votre lignée. Vous méritez la guérison, vous méritez la joie, vous méritez une vie qui ne se sent pas comme une lutte constante. Vous méritez des relations qui ne reproduisent pas votre trauma d'enfance. Vous méritez de vous réveiller sans ce poids sur votre poitrine. Vous méritez de vous sentir chez vous dans votre propre corps, votre propre esprit, votre propre vie. Et vous pouvez l'avoir. Un choix à la fois, une limite à la fois, un moment d'autocompassion à la fois, une séance de thérapie à la fois, un jour où vous décidez différemment. Vos parents vous ont donné le début. Ils ont écrit les premiers chapitres de votre histoire avec l'encre de la douleur et de la négligence. Mais vous tenez le stylo maintenant, et vous pouvez écrire le reste avec l'encre que vous choisissez. Vous pouvez l'écrire avec l'encre de la guérison, l'encre du courage, l'encre de l'autocompassion, l'encre des limites et de la croissance et du choix différent. Votre histoire n'est pas terminée. En fait, les chapitres les plus importants sont encore à venir. Parce que ce sont les chapitres où le héros se réveille, où il voit le pattern, où il fait un choix différent, où il sauve non seulement lui-même, mais tous ceux qui viendront après lui. C'est votre histoire. Et bien que vous n'ayez pas choisi le début, vous choisissez absolument la fin. Alors prenez ce stylo et écrivez quelque chose de beau. Je suis Christophe Nandré. Et je crois en votre capacité à guérir, même quand vous n'y croyez pas vous-même.